Bienvenue à vous dans ce manoir de la Routelle, qui a vu passer depuis 4 siècles bien des visiteurs illustres. Daniel de Montreuil, vous êtes un bâtisseur. Vous êtes né dans l'Aube, dans cette terre de Champagne. Racontez-nous ce soir pourquoi les Champenois sont devenus vignerons. Comment a été inventé le champagne? Depuis un siècle, nous les Champenois, nous sommes des bâtisseurs et des vignerons. Nous avons la passion de bâtir et la passion de cultiver la vigne. C'est vrai, avec la pierre blanche de vos coteaux, vous avez entrepris de couvrir l'Europe de cloîtres et de vignobles magnifiques. Vous avez monté vers le ciel les cathédrales les plus sublimes. Et vous avez fait naître dans vos caves le vin le plus célèbre du monde. Daniel de Montreuil, racontez-nous comment a commencé cette histoire extraordinaire. Les Romains nous ont beaucoup appris. Sans le savoir, ils ont préparé notre avenir. En bâtissant les voies romaines, ils nous ont reliés à l'Europe du Nord. Pour bâtir ces routes et ces portes triomphales, les Romains ont creusé sous nos villes ces immenses carrières de craie. Plus tard, cela deviendra un atout précieux pour vieillir nos vins. Ils nous ont appris tout l'art de la viticulture. Ils nous ont appris les meilleurs endroits sur des coteaux bien drainés et bien exposés, où des grappes sont réchauffées par le soleil levant. Ils transportaient les vins dans des amphores lourdes et fragiles. Nous, les Gaulois, nous leur avons transmis notre secret, savoir fabriquer des tonneaux de bois solides, faciles à rouler et qui permettent à nos vins de bien respirer et de bien vieillir. Dans la paix romaine, nous apprenons à vendre nos vins de Champagne qui partent en bateau sur la Seine et la Marne. Pour faire aimer nos vins, nous avions besoin de la paix romaine, de la prospérité, de la sécurité. À la fin de l'Empire romain, les barbares déferlent sur nos villes. Les routes se ferment, les vignobles sont abandonnés. Il faudra attendre le XIe siècle pour voir renaître en France l'art de bâtir et l'art de cultiver la vigne. Et c'est chez nous, en Champagne, que ce miracle va s'accomplir.
Peu après l'an 1000, on se mit à reconstruire les églises sur toute la terre. Il semblait que le monde entier, secouant les vieux habits de son antiquité, voulut se revêtir partout d'un blanc manteau d'église. Au cœur de ce renouveau spirituel du XIIe siècle, c'est notre terre de Champagne qui a vu naître ces nouveaux ordres monastiques, cisterciens, chartreux, templiers, qui vont changer l'âme, l'économie et les paysages de l'Europe. Les moines rêvent de bâtir un monde nouveau. Des oasis de paix, de travail et de prière au sein de la nature. À l'abbaye de Molesme, chez les moines cisterciens, Bernard est arrivé avec 30 chevaliers. On l'envoie fonder l'abbaye de Clairvaux. Les moines blancs défrichent la forêt. Ils allument des forges. Ils installent des vignes. Et ils bâtissent partout des merveilles. À la mort de Saint Bernard, 50 ans après, ils ont fondé plus de 300 abbayes cisterciennes dans toute l'Europe, avec partout des moulins, des granges, des vignobles qui vont être célèbres. Chez nous, en Champagne, les moines blancs de Saint-Bernard de Clairvaux nous ont laissé un héritage précieux, le goût du travail patient, le respect religieux de la nature et des saisons. Mais nous sommes aussi le pays des Templiers, au bord de la forêt d'Orient. Les Templiers vont nous apporter l'esprit d'entreprise, le sens de l'organisation, le courage dans les époques tragiques. C'est dans la ville de Troyes, en Champagne, que le croisé Hugues de Pins est venu chercher le soutien de Saint Bernard pour fonder un nouvel ordre, des moines soldats, qu'on va appeler les Templiers. Il faut défendre le royaume franc de Jérusalem contre les attaques incessantes des Turcs. Il faut sécuriser les routes de pèlerinage. Alors, pour financer et pour nourrir toutes ces troupes de croisés, il faut collecter des dons et il faut les réinvestir. Mobilisons l'argent pour créer des fermes nouvelles. Il nous faut des élevages, des vignes, d'immenses greniers. Il faut rendre fertiles les sols de la chrétienté. Il faut créer dans toute l'Europe une immense chaîne de commanderies. Ici, près de chez nous, à côté du château fort de Bar-sur-Seine,
les Templiers sont en train d'installer une nouvelle commanderie. Un magnifique domaine agricole qui fait l'admiration de tous. Car nous sommes au XIIIe siècle. Le pays des Templiers autour de la forêt d'Orient est devenu prospère. Les champs de blé couvrent les plaines. Et sur les coteaux, la vigne est revenue partout. Les villes s'enrichissent avec le commerce et les grandes foires de Champagne. Car nos comtes de Champagne sont des amoureux et des poètes, mais ils ont bien compris ce qui fait la réussite du commerce. Une fiscalité légère et une sécurité garantie. Ils allègent les taxes sur toutes les marchandises qui entrent dans le comté et se portent garants de la sécurité des marchands. Alors, ils arrivent de Flandre, d'Italie, d'Allemagne et se pressent aux foires de Champagne qui se succèdent tout au long de l'année. Troyes, Bar-sur-Aube, Lagny, Provins. Ils échangent leur laine, leurs draps, les soieries et les épices de l'Orient. Nous leur apportons nos vins. Car il y a maintenant des vignes partout, sur tous nos coteaux des Côtes de Bar. Au XIIIe siècle, la Champagne, avec ses foires et ses vignobles, est prospère. Au milieu des trésors gothiques de la ville de Troyes, c'est une vierge avec des grappes de raisin qui célèbre de son doux sourire la prospérité de notre vignoble. À Reims, c'est l'ange au sourire qui accueille toute la noblesse française dans cette sublime cathédrale où se fait le sacre des rois de France. À la fin du XIIIe siècle, dans la cathédrale de Reims, on célèbre le mariage de Jeanne, dernière héritière de notre comté de Champagne, avec le roi de France, Philippe le Bel. Faut-il le dire? C'est la fin de notre indépendance et le commencement de grands malheurs. La ruine de nos foires et les débuts tragiques d'une guerre qui va durer 100 ans. Mais oui, le roi de France veut étendre son pouvoir sur la Champagne. Il est jaloux et il a besoin d'argent. Les chevaliers du Temple étaient les banquiers les plus actifs de nos foires de Champagne. Leur richesse les exposait à la jalousie du roi. Pour renflouer les caisses du royaume, le roi Philippe le Bel les fait brutalement arrêter, torturer et brûler. Il taxe lourdement les commerçants. Les banquiers juifs champenois qui animaient le commerce de Troyes voient tous leurs biens confisqués. Ils sont expulsés du royaume. C'en est fini de la prospérité des foires de Champagne. Et la guerre va achever de tout ruiner. Les rois maudits, les descendants de Philippe le Bel, vont voir leur royaume déchiré dans une guerre de 100 ans entre
de Bourgogne et la France royaliste du Sud. À la frontière entre Bourgogne et Champagne, notre côte de Bar va devenir un champ de bataille douloureux. La peste noire dévaste l'Europe. Tous les chantiers des cathédrales sont arrêtés. Les soldats du duc de Bourgogne viennent brûler nos villages et dévaster nos vignes. Il faudra attendre un long siècle pour que revienne le sourire de la paix. C'est une petite jeune fille venue du bord de la Meuse qui revient avec le dauphin Charles à travers les vignobles de notre Champagne. En faisant sacrer le roi Charles dans la cathédrale de Reims, elle restaure enfin l'unité du royaume de France et l'espérance de la paix. Il est temps de retrouver le sourire et de replanter nos vignes. Les troupes du duc de Bourgogne ne viendront plus saccager nos vignes. Le vin de Bourgogne et le vin de Champagne vont vivre maintenant deux aventures différentes et marcher vers la gloire insurpassable. Nous sommes à la limite nord de la vigne. Ce sont les peuples du nord de l'Europe qu'il faut d'abord séduire. Par la Seine, nous pouvons exporter nos vins vers Paris et vers l'Europe du Nord. Mais oui, en Flandre, en Angleterre, il y a toute une clientèle de connaisseurs qui raffolent de nos vins tranquilles de Champagne. Les vignerons champenois sont parvenus à fixer ce degré de délicatesse qu'on leur connaît. Ils sont capables de rendre leur vin à volonté, couleur de cerise, œil de perdrix, de la dernière blancheur ou parfaitement rouge. Pour obtenir la perfection, il faut retrouver les secrets des moines champenois qui ont fondé notre vignoble. Observer la nature, étudier patiemment chaque parcelle, chaque saison, chaque cépage. Notre abbaye de Montier-Ramée a disparu, mais il reste des moines bénédictins au travail sur les coteaux de la Marne. Voyez toutes ces parcelles de vignes. Chaque parcelle est différente. Chaque cépage est différent. Il faut donc apprendre à goûter et à noter tous nos raisins à la vendange pour pouvoir assembler tous ces crus selon les qualités de chacun et obtenir chaque année le meilleur du vin de Champagne. Après la fermentation, faisons des soutirages pour se débarrasser de la lie qui restera au fond du tonneau. Et ainsi, on obtiendra des vins clairs comme de l'eau de roche, qui pourront se conserver beaucoup plus longtemps.
notre vin le plus réputé, c'est un vin blanc d'excellence qu'on obtient avec des raisins noirs. Mais oui, nos raisins noirs font un jus blanc. Si l'on prend de grandes précautions pendant la vendange et au pressurage, on peut obtenir un vin parfaitement transparent comme de l'eau de roche. Les connaisseurs anglais en raffolent. Les champenois ont le secret de ce vin qui provient des raisins les plus noirs et qui pourtant est d'une blancheur et d'un éclat qui imitent le cristal. C'est maintenant le vin si fort à la mode que tous les autres ne passent presque que pour des vinasses et des rebuts. Il n'est point au monde une boisson et plus noble et plus délicieuse. Il a une sève admirable et son goût charme, et avec les fragrances dont il embaume l'odorat, il est capable de ressusciter un mort. Ce délicieux vin gris de notre Champagne ne se contente pas de ressusciter les morts. Pour un rien, il entre en furie. C'est le secret des vins de Champagne, l'effervescence naturelle. Car les automnes sont frais en Champagne au moment des vendanges. Et les chais ne sont pas chauffés. Alors, dès les premiers froids, la fermentation des vins s'arrête, incomplète. Il reste du sucre dans les vins. C'est pourquoi au printemps, au moment de la montée de sève, la fermentation recommence et fait bouillonner le vin dans les tonneaux. Alors, si l'on met le vin de Champagne en bouteille au printemps, il fait sauter les bouchons, il fait exploser les bouteilles. On l'appelle le vin saute-bouchon. C'est le vin du diable qui fait perdre parfois la moitié de la cave. Mais les Anglais aiment trop nos vins et ne se découragent pas. Ils apprennent à fabriquer des bouteilles solides, bien bouchées avec du liège. Lorsqu'on ouvre la bouteille, c'est la libération. L'effervescence qui était enfermée dans les flacons se révèle dans les verres. Ça mousse, ça pétille. Les Anglais adorent ça. À Londres, après la mode des vins gris de Champagne, voici un nouveau vin fameux. Il mousse, il est rare, il est hors de prix. Quel est ce breuvage à la mode? C'est le champagne mousseux. C'est un grand vin qui donne à tous de l'esprit. Mais oui, depuis le château de Cirey en Champagne, Voltaire règne sur l'esprit français et il adore le champagne. De ce vin frais, l'image pétillante de nos Français est l'image charmante. Désormais, notre Champagne devient l'invité obligé de toutes les fêtes des princes et des salons distingués de l'Europe. Dans les fêtes galantes, il devient le vin de l'amour et de la séduction. Le champagne devient le gardien de l'esprit et de la beauté des plus jolies femmes du monde. C'est le seul vin
qui laisse les femmes belles après boire. Volupté, volupté, que tu sais attirer avec violence, par toi tout se meut ici-bas. Le siècle des philosophes s'achève par un hymne à la joie qui nous dit « Lorsque vous partagerez la coupe pleine, laissez la mousse partir vers le ciel, soyez unis par la fraternité. » Attention messieurs, les Français aiment tant la fraternité qu'ils vont vouloir l'imposer à toute l'Europe à coups de canon. Au manoir de la Routelle, le brigadier canonnier Nicolas se prépare à partir pour Austerlitz, pour Moscou. Mais il n'y a pas que les soldats de Napoléon qui se préparent à conquérir le monde. Les grandes maisons de négoce du Champagne préparent aussi leur révolution et leur plan de conquête. Dans les caves Clicquot, à Reims, on a inventé une nouvelle manière de clarifier le vin. On remue les bouteilles qu'on a inclinées en oblique dans des pupitres de bois. Madame Veuve Clicquot a de magnifiques ambitions. Elle veut obtenir une qualité parfaite parce qu'elle croit à l'avenir du vin de Champagne. Et elle veut explorer de nouveaux marchés. Les ports anglais sont fermés par la guerre et le blocus de Napoléon. Alors, Madame Veuve Clicquot rêve d'envoyer ses précieux flacons vers les bords de la mer Baltique et la Russie. Elle envoie un représentant de commerce à Saint-Pétersbourg. Faites-leur goûter nos meilleures bouteilles. Les Anglais sont devenus fous du champagne, pourquoi pas les Russes? Expédiez vite 100 caisses vers la Russie. Non, Madame Clicquot, ce n'est pas la peine d'envoyer vos caisses de champagne chez les Russes. Ils vont venir eux-mêmes les prendre dans vos caves. Et oui, Napoléon, lui aussi, avait voulu conquérir la Russie avec 1 million de soldats. En 1814, il revient à Reims vaincu. Les cavaliers cosaques du tsar déferlent sur la Champagne et dévastent le vignoble jusque chez nous, à Bar-sur-Aube. À Reims, ils entrent dans les caves de la veuve Clicquot. « Madame, les Russes sont en train de piller vos caves !»« Laissez-les s'amuser et goûter notre vin. Laissez-les boire aujourd'hui, ils paieront demain. » La Russie va devenir le premier acheteur mondial de champagne jusqu'en 1917. Désormais, c'est une nouvelle conquête qui commence. La France ne régnera pas par les armes. Elle régnera en partageant ses privilèges et son art de vivre. Valse et champagne vont régner ensemble sur toutes les fêtes de l'Europe.
merci pour toutes ces fêtes de la vie. Nous avons eu le plaisir d'évoquer avec vous cette histoire incroyable et fabuleuse du vin de Champagne et de tous ceux qui ont bâti sa gloire. Merci de votre présence et de votre soutien précieux pour restaurer ce beau manoir de la Routelle. Grâce à vous, nous allons en faire un haut lieu de rencontre et de mémoire pour tous les amoureux du patrimoine de l'Aube.